Je m'appelle Ondine. J'ai 30 ans et la semaine dernière, ma mère m'a appelé en pleurant pour la première fois de ma vie. Elle a besoin d'une aide à domicile maintenant. Et avant même qu'elle ait fini de demander, je connaissais déjà les 4 mots exacts que j'allais lui répondre. Il y a 2 ans, c'était moi qui pleurais. On venait de m'annoncer que j'avais un cancer de stade 3 à 28 ans. Et ma mère m'a répondu par une seule phrase que je n'oublierai jamais. 6 mois de chimio, 36 rendez-vous, pas une seule visite de ma famille. Ils étaient trop occupés à préparer le mariage de ma sœur. Mais voici la partie qu'aucun d'entre eux n'a jamais pris la peine de vérifier. Pendant que je perdais mes cheveux, ma mère signait discrètement un bout de papier avec le nom de ma sœur dessus. Bienvenue dans Vengeance familiale secrète, où nous racontons les histoires silencieuses de personnes qui arrêtent enfin de s'excuser d'exister. Si vous avez déjà été le membre de la famille que tout le monde s'attend à voir se sacrifier, celle-ci est pour vous. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est. Et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière, un mardi après-midi, lors d'un appel téléphonique de mon médecin. Avant cet appel, ma vie semblait stable de l'extérieur. Je travaillais comme assistante juridique dans une petite étude notariale à Lyon spécialisée dans le droit des seniors, rédigeant des dossiers d'aide sociale à l'hébergement et lisant les actes de propriété des autres à longueur de journée. J'étais doué pour ça. Je restais tard parce que ce travail avait un sens que ma famille n'a jamais eu. Des colonnes qui s'additionnaient, des règles qui s'appliquaient à tous de la même manière. J'avais un appartement T2 que j'avais acheté moi-même, une machine à café que je chouchoutais et l'habitude d'être la personne qui gérait les choses. Je prenais les rendez-vous chez l'ophtalmo pour ma mère. Je faisais les impôts de ma sœur gratuitement chaque mois d'avril. Quand quelque chose se cassait dans cette famille, le téléphone sonnait toujours de mon côté, jamais dans l'autre sens. Mes amis, le peu que j'avais gardé, me disaient fiable, ce qui est un mot poli pour désigner une femme qui ne sait pas dire non. Je me disais que c'était une force. J'étais celle qui lisait les petits caractères, celle qui savait que faire don d'une maison à un enfant peut discrètement détruire la prise en charge d'un parent plus tard. Celle que les clients remerciaient pendant que leurs proches restaient plantés là à avoir l'air inutile. Je n'aurais jamais imaginé ouvrir un jour une page du registre de la publicité foncière et y trouver ma propre mère. Cet après-midi-là, j'étais dans le bureau du fond de l'étude, en train de trier une pile de factures DHPAD pour un client, quand mon portable a vibré avec un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli laisser sonner. J'ai décroché par le même instinct qui dirigeait toute ma vie, le besoin de m'assurer que rien ne restait sans réponse. Une infirmière a prononcé mon nom, puis a dit que mon médecin voulait me voir le lendemain matin. On ne vous demande pas de venir le matin pour de bonnes nouvelles. Je suis restée assise avec cette pile de factures un long moment après qu'elle a raccroché. Vous devez connaître la configuration de ma famille avant que je ne vous raconte la suite. Mon père est mort quand j'avais 12 ans, et après ça, ma mère, Viviane, a tenu la maison comme une femme gardant le dernier canot de sauvetage. Il y avait toujours exactement ce qu'il fallait, et ça allait toujours à ma sœur. Garance a 4 ans de moins que moi, c'est la douce, celle qui pleurait facilement, et qu'on consolait pour ça. Quand Garance a voulu faire des études supérieures, ma mère a fait l'échec. Quand j'ai voulu faire des études, j'ai contracté des prêts étudiants, et on m'a dit que ça forgerait mon caractère. À l'âge de 28 ans, je les avais presque remboursés. Garance avait un diplôme, un fiancé, et un budget de mariage qui augmentait chaque mois. Rien de tout cela n'était un secret. Ma mère avait une phrase qu'elle utilisait à chaque dîner du dimanche. Debout au-dessus de sa cocotte en fonte orange fumante, remplie de blanquettes, la même cocotte ébréchée qu'elle utilisait depuis que j'étais enfant. Cette maison, disait-elle, reste dans la famille. La vraie famille. Tu comprends? Je comprenais. La vraie famille avait des maris et des petits-enfants en route. J'étais la paire de bras de rechange, la fille qui aurait du temps parce que je n'avais pas rempli ma vie avec les bonnes personnes. Ma mère croyait cela comme certains croient à la météo. Elle avait vu sa propre mère être prise en charge par une tante célibataire qui avait tout abandonné, et elle avait décidé que c'était simplement ainsi que le monde se triait. La fille mariée gardait la maison, la fille célibataire gardait son emploi du temps libre. Je l'avais entendu si souvent que ça ne m'atteignait même plus. Ce que je ne savais pas encore ce mardi soir, c'était à quelle vitesse ces 2 rôles allaient être testés et à quelle vitesse ma mère allait oublier de quelle fille elle aurait réellement besoin. Le lendemain matin, mon médecin n'a pas pris de gants. Stade 3, lymphome de Hodgkin, a-t-elle dit. Le genre qui se soigne mais qui n'attend pas. On commence la chimio dans 2 semaines. Je me suis assise dans cette petite salle d'examen et j'ai fait ce que je fais toujours. C'est, à dire,
me mettre au travail dans ma tête. J'ai posé des questions sur le protocole. J'ai demandé combien de cycles. J'ai demandé quel serait mon reste à charge après la sécurité sociale et ma mutuelle, car j'avais vu suffisamment de clients se faire écraser par les dépassements d'honoraires pour savoir que c'est dans ce gouffre que les familles se brisent. Elle a écrit des chiffres sur un bloc-notes et je les ai copiés dans mon téléphone comme si je prenais des notes pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas pleuré. Pleurer était quelque chose qu'on ne m'avait jamais vraiment permis. Dans ma famille, mes sentiments étaient toujours programmés autour du moment plus important de quelqu'un d'autre. Je suis sorti vers le parking couvert. J'ai trouvé ma voiture au 3e niveau et je me suis assise avec les mains à 10h10 comme si j'allais conduire quelque part. Ce n'était pas le cas. Je respirais juste, comptant les piliers de béton, faisant le calcul de la façon dont une personne gère ça toute seule. Et puis j'ai fait ce que chaque partie de moi, même la partie intelligente, faisait encore par défaut. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à maman. Mon pouce a plané au-dessus. Je me suis dit qu'elle était ma mère, que c'était la seule chose trop énorme pour être gérée toute seule. Qu'un diagnostic de cancer était sûrement la limite que même elle ne franchirait pas. Je veux que vous compreniez que je n'étais pas naïve. Je voulais juste, pour une fois, avoir tort à son sujet. J'ai appuyé sur le cercle vert. Ça a sonné 2 fois. Elle a décroché avec l'air distraite, riant à moitié de quelque chose de son côté, et a demandé ce dont j'avais besoin, parce qu'avec moi, il y avait toujours une raison. Je lui ai dit simplement. J'ai dit, « Maman, j'ai un cancer. Stade 3. Je commence la chimio dans 2 semaines, et j'ai peur. Je ne veux pas faire ça toute seule. » Il y a eu un blanc sur la ligne, et dedans, je pouvais entendre la voix de ma sœur en arrière-plan demander des conseils sur les couleurs des rubans. Ma mère a expiré de la façon dont elle le faisait quand je lui apportais un inconvénient. Puis elle l'a dit, et je peux encore entendre la platitude exacte de sa voix. « On ne peut pas gérer ça en ce moment, » a-t-elle dit. « Ta sœur prépare son mariage. » J'ai attendu la suite. J'ai attendu un, mais bien sûr qu'on sera là. Ou envoie-moi le planning. Ou même juste un, je suis désolé. Au lieu de cela, elle a rempli le silence avec de la logistique. Le mariage était dans 4 mois. Il y avait le domaine, la robe, le stress de Garance. « Tu as toujours été la plus forte, m'a-t-elle dit. Tu vas te débrouiller. Tu n'as pas besoin qu'on te couve. » Je l'ai entendu couvrir le téléphone et dire à Garance qu'elle arrivait tout de suite. Puis, presque gentiment, elle a ajouté la partie qui m'a achevé. « Essaye de ne pas inquiéter ta sœur avec ça, a-t-elle dit. Elle est déjà tellement stressée. » J'ai dit « D'accord. » C'est la pire partie quand j'y repense. Que j'ai dit d'accord avec ma voix normale, comme si elle m'avait demandé d'acheter des serviettes sans papier. Nous avons raccroché. Je suis resté assise dans ma voiture dans l'obscurité de ce parking. Et j'ai compris, finalement et complètement, qu'il n'y avait jamais eu de limite. Il n'y avait toujours eu qu'un calendrier, et ma vie était simplement tombée sur une mauvaise date. Je ne l'ai pas rappelé pendant très longtemps. Mais j'ai commencé à observer, de la façon dont on observe une météo en laquelle on n'a plus confiance. En attendant le jour où tout se retournerait pour venir me chercher, j'ai laissé passer quelques jours, puis j'ai essayé dans l'autre sens. J'ai envoyé un SMS à Garance, prudente et discrète, de la façon dont on approche quelqu'un dont on a peur d'avoir besoin. Je lui ai parlé du diagnostic. Je lui ai demandé si elle pourrait venir avec moi à la première chimio, juste pour que je n'y entre pas seul. J'ai regardé les 3 petits points apparaître et disparaître pendant presque 1 heure. Quand elle a finalement répondu, c'était un paragraphe sur l'essayage de sa robe, puis la phrase que j'allais porter pendant 2 ans comme un caillou dans ma chaussure. « Tu n'as même pas de famille à toi, Ondine », a-t-elle écrit. « Tu as du temps pour ces choses-là. Moi non. » Je l'ai lu 4 fois en essayant de trouver la partie où elle avait mal compris. Il n'y en avait pas. Pour ma sœur, mon statut de célibataire sans enfant n'était pas un fait privé de ma vie. C'était une ressource que la famille avait le droit de dépenser. Mon calendrier vide leur appartenait. Le sien rempli était sacré. J'ai appelé ma mère, espérant qu'elle serait embarrassée pour Garance, et au lieu de ça, elle s'est rangée de son côté instantanément, doucement, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant lent. « Ce n'est pas comme si tu avais un mari qui t'attendait à la maison », a-t-elle dit. Garance a besoin de soutien en ce moment, la façon dont elle le disait. Soutien, comme si Garance était celle qui devait entrer dans une pièce pour y être empoisonnée sur un planning. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur le plan de travail de ma cuisine et je suis resté là un moment. Quelque chose en moi est devenu silencieux ce jour-là. Pas brisé, juste silencieux, comme une maison devient silencieuse après le départ du tout dernier invité. J'ai arrêté de demander
J'aurais demandé de l'aide à l'univers avant de redemander à l'une d'elles. Il s'est avéré que l'univers a envoyé une ancienne professeure de lettres à la retraite nommée Solange. 2 semaines plus tard, j'ai conduit moi-même jusqu'à ma première perfusion. La salle de chimio était au 4e étage. Une longue pièce de fauteuil inclinable, disposée en demi-cercle, chacun avec une potence à perfusion, se tenant à côté comme un parent patient. Je me suis enregistré, j'ai tendu mon bras, et j'ai regardé une infirmière accrocher la première poche. Elle a dû me voir assise là, sans personne, car elle est revenue avec une couverture pliée et l'a bordée sur mes genoux sans en faire toute une histoire. C'était un plaid polaire bleu canard de l'hôpital, le bord déjà usé et pelucheux après une centaine de lavages. Il n'était pas à moi et n'avait rien de spécial, mais c'était la seule chose dans ce bâtiment qui m'a touché avec une quelconque forme de soin ce jour-là, et je m'y suis accroché comme tel. J'avais apporté mon ordinateur portable, parce que bien sûr je l'avais fait, et j'ai répondu aux emails des clients pendant la première heure, rédigeant une demande d'aide sociale pendant que les produits chimiques d'un inconnu coulaient dans ma poitrine. Autour de moi, les autres fauteuils étaient occupés par des pères. Un mari faisant des mots croisés à voix haute, un fils adulte lisant la page des sports à sa mère, un jeune couple partageant des écouteurs, un écran, 2 visages penchés. J'ai compté 19 chaises et 18 accompagnateurs. Et puis il y avait moi et un plaid bleu canard emprunté, juste assez pour me maintenir dans mon corps. Quand la poche s'est vidée, l'infirmière a demandé si quelqu'un venait me chercher. Je lui ai dit que j'étais en état de conduire, ce qui était un mensonge, et je suis rentré chez moi de toute façon, les mains tremblantes sur le volant et la radio éteinte. J'ai plié la couverture à la visite suivante et je l'ai ramenée, honteuse de la garder. À la visite d'après, l'infirmière a juste souri et m'a laissé la garder. Je l'ai toujours. Les dîners du dimanche ont continué sans moi, bien sûr. Ils avaient toujours été le centre du monde de ma mère, le seul rituel qu'elle protégeait. Et maintenant, ils se resserraient autour du mariage comme un point. J'envoyais les preuves le lendemain matin dans le groupe WhatsApp familial. Une photo de la cocotte en fonte fumant sur le plan de travail. Une légende comme « On aimerait que tu sois là, ma chérie ». Jamais une seule fois accompagnée d'une vraie invitation, d'une proposition de trajet ou d'une offre de m'apporter une assiette. Ce plat m'avait nourri toute mon enfance, et maintenant il photographiait une table qui avait discrètement retiré ma chaise. J'ai appris à ne plus ouvrir la conversation de groupe le lundi matin. Pendant ce temps, les factures ont commencé à arriver, comme elles le font, dans des enveloppes simples contenant une violence silencieuse. Après la mutuelle et la prise en charge ALD, ma part pour les dépassements d'honoraires, les soins non remboursés et ma perte de salaire s'élevait à un peu moins de 35 000 €. J'ai vendu le peu d'actions que j'avais. J'ai résilié tous mes abonnements. J'ai mangé ce qu'il y avait dans mes placards et j'ai mis le reste sur un plan d'échelonnement qui me poursuivrait pendant des années. Quand le budget est devenu très serré au 3e mois, j'ai enfreint ma propre règle et j'ai demandé à ma mère si elle pouvait m'avancer même quelques milliers d'euros en attendant qu'un remboursement n'arrive. Elle a répondu vite, pour une fois. « On vient juste de verser l'acompte pour le domaine de Garance », a-t-elle dit. « Il n'y a rien en supplément en ce moment. Tu vas te débrouiller. Tu le fais toujours. » Je n'ai pas argumenté. À ce stade, argumenter donnait l'impression de frapper à une porte que je savais déjà verrouiller. Mais j'ai remarqué l'ordre des choses, de la même façon que je remarquais toujours les petits caractères. L'acompte pour une fête passait en premier. Ma survie passait en second, et pas qu'un peu. J'ai classé ça dans un coin de ma tête, comme je classe tout, discrètement, daté, au cas où cela aurait un jour de l'importance. Cela aurait plus d'importance que je n'aurais pu le deviner. La goutte d'eau de cette première année est tombée en octobre, 1 semaine avant le mariage. J'avais perdu presque tous mes cheveux à ce moment-là, et je portais un bonnet doux acheté en ligne. Et j'avais décidé, contre mon propre bon sens, que j'irais juste m'asseoir au fond, juste être là, comme une sœur leste. Puis ma mère a appelé, et sa voix avait ce ton prudent et raisonnable qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à demander quelque chose d'impardonnable. Elle a dit qu'il valait peu, être mieux que je ne vienne pas. Elle a dit que j'avais l'air malade, que les photos duraient pour toujours, qu'elle ne voulait rien qui puisse attirer l'attention le jour de Garance. Elle a vraiment utilisé l'expression « attirer l'attention », comme si j'étais une tache sur une nappe qu'elle avait remarquée à temps. J'ai tenu le téléphone et je me suis regardé dans le miroir du couloir, maigre, pâle et chauve, sous un bonnet en coton, une femme luttant pour sa vie, et j'ai entendu ma mère me demander d'épargner à la famille la vue de cela. J'ai dit « D'accord, un de plus. D'accord. » Puis j'ai raccroché.
Et je n'ai pas pleuré, ce qui m'a surprise, car je m'y attendais. À la place, j'ai senti la dernière chose chaude en moi devenir froide et stable, comme un thermostat qui s'éteint enfin. J'ai arrêté de les attendre ce jour-là. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone pour un changement d'avis qui n'arriverait jamais. Dans cette famille, j'ai enfin compris que ma douleur serait toujours programmée autour de la célébration de quelqu'un d'autre. Et une personne ne peut apprendre cette leçon qu'un certain nombre de fois avant d'arrêter de s'inscrire à ce cours. Ce que je ne savais pas, assise là dans mon appartement silencieux avec un plaid bleu canard emprunté sur le canapé, c'était que l'attente n'était pas terminée. Elle était seulement sur le point de changer de direction et de foncer droit sur moi. Solange s'est assise dans le fauteuil à côté du mien à partir de ce mois de novembre, une ancienne professeure de lettres avec un foulard en soie noué sur ses propres cheveux clairsemés et un thermos qu'elle refusait d'expliquer. Elle m'a regardé travailler pendant toute une perfusion, puis s'est penchée et a dit, avec ce ton sec qu'ont les professeurs, que personne ne devrait répondre à des emails en se faisant empoisonner. Ça crée un mauvais précédent. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Après ça, elle a juste commencé à apparaître dans le fauteuil à côté du mien, programmant ses traitements pour qu'ils chevauchent les miens exprès, bien qu'elle ne l'ait jamais admis. Elle apportait une deuxième tasse pour que nous puissions partager ce qu'il y avait dans le thermos, ce qui s'est avéré être une tisane au gingembre très forte qui aidait contre les nausées plus que tout ce que les médecins me donnaient. Elle était veuve depuis 9 ans, son fils unique vivait à 3 fuseaux horaires de là et l'appelait le dimanche. Et elle avait décidé, quelque part en cours de route, que la solitude était un problème qui se réglait en adoptant la personne assise à côté de vous. Un après-midi, elle a demandé tout simplement qui me ramenait à la maison. J'ai donné ma réponse habituelle, que j'allais bien, et elle m'a lancé un regard que j'ai reconnu chez tous les bons professeurs que j'avais jamais eus. Le regard qui dit « Je vois le devoir que tu n'as pas rendu. La famille, ce sont juste les gens qui continuent de venir », a-t-elle dit en remuant sa tisane. Le reste, c'est de la paperasse. J'ai failli lui dire que la paperasse, c'était tout mon métier. Au lieu de cela, je l'ai laissé me raccompagner ce jour-là, la première personne à le faire, et je me suis assise sur son siège passager, le plaid bleu canard plié sur mes genoux. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, le soulagement spécifique de ne pas être celle qui gère. Je ne savais pas encore à quel point j'allais avoir besoin d'elle. Le mariage a eu lieu sans moi, exactement comme prévu. Je l'ai vu comme je voyais tout maintenant, de seconde main sur un écran, faisant défiler des photos qu'une cousine avait taguées avant que quelqu'un ne pense à les mettre en privé. Il y avait ma mère en lavande, s'épongeant les yeux. Il y avait Garance, dorée et rayonnante, et son nouveau mari, Thibaut, avec sa main dans le dos. Il y avait toute la vraie famille, disposée sur une pelouse, légendée par ma mère comme le plus beau jour de notre vie. Je l'ai regardé une fois, puis j'ai fermé l'application et je suis allé travailler, parce que le travail était le seul endroit où les chiffres se comportaient bien. Cette semaine-là, par une coïncidence que je cesserai plus tard de croire en être une, Maître Delphine m'a remis un nouveau dossier. Delphine était la notaire pour laquelle je travaillais, la cinquantaine et tranchante comme une lame. Et le dossier concernait un homme de 70 ans qui avait fait donation de sa maison à son fils pour la protéger et qui avait maintenant besoin de soins en maison de retraite qu'il ne pouvait pas obtenir. Maître Delphine m'a expliqué le piège. Les gens pensent que donner la maison la protège, a-t-elle dit en tapotant l'acte notarié. Généralement, ça fait juste exploser les calculs pour les aides sociales. Elle m'a montré la période de recours, les 10 ans que le conseil départemental passe au peigne fin pour toute donation faite, et le calcul de récupération, cette petite formule froide qui transforme un don en des mois et des mois d'inéligibilité ou en une dette colossale pour l'enfant. J'ai appris qu'une maison donnée trop tard ne protège pas le parent, elle le bloque. J'ai appris l'arithmétique exacte de la chose, le genre de choses qu'on peut faire sur une serviette en papier une fois qu'on connaît le diviseur. J'ai classé tout ça dans la partie de mon cerveau qui garde les choses, sans jamais penser que je ferais ces calculs pour ma propre mère. Puis je suis rentré chez moi, je suis passé devant l'église où ma sœur venait de se marier, et je n'ai pas ralenti. La pire nuit est arrivée après mon 4e cycle, quand le poids cumulé de tout ça m'a finalement écrasé. Les nausées arrivaient par vagues qui ne se brisaient pas, et la douleur au plus profond de mes os me donnait l'impression que ma propre peau était un manteau 2 tailles trop petit. Vers 2 heures du matin, j'ai appelé ma mère, pas parce que je l'attendais, mais parce qu'à 2 heures du matin, on est réduit à ses plus vieux instincts et le mien tendait encore la main vers elle dans le noir. Ça a sonné, et c'est tombé sur une messagerie pleine,
parce qu'elle l'avait rempli en laissant des messages aux traiteurs et aux agences de voyage pour le voyage de noces de Garance. J'ai rappelé. Même chose. Je me suis allongé sur le sol de ma salle de bain avec le plaid bleu canard tiré sur moi, le seul morceau de réconfort que je possédais maintenant. Ce n'était plus un objet emprunté à l'hôpital. Il était à moi. De la même façon que la seule chose loyale dans une mauvaise année devient vôtre. Puis j'ai envoyé un SMS de 3 mots à Solange. Ça ne va pas. Et 40 minutes plus tard, elle est entrée avec le double des clés que je lui avais données, sans vraiment admettre pourquoi. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle s'est assise sur le carrelage froid à côté de moi, a tenu la corbeille, et a récité un poème à voix basse jusqu'à ce que le pire passe. Et j'ai finalement dormi contre son épaule près de l'aube. Ma mère a rappelé le lendemain matin, à 1 heure civilisée, l'air légère, demandant si tout allait bien. Elle avait été débordée par la logistique de la lune de miel. J'ai dit que ce n'était rien. J'avais appris que tout ce que je lui confiais serait posé quelque part et oublié. À partir de là, j'ai arrêté d'appeler les gens qui ne décrochaient que pour des urgences qui n'étaient pas les miennes. La liste des personnes que j'appellerais à 2 heures du matin s'était réduite à exactement une, et elles ne partageaient pas une seule goutte de sang avec moi. Il s'est avéré que c'était le calcul le plus important de tous. Si vous regardez ceci, et qu'un visage en particulier vient de vous traverser l'esprit, quelqu'un qui n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose, vous connaissez déjà le sentiment que j'avais dans la poitrine cette année-là. Je ne vous dis pas de devenir amé. Je vous dis de remarquer qui répondent au téléphone à 2 heures du matin. C'est ça votre vraie famille, par le sang ou non. Restez avec moi, parce que la partie où la paperasse commence à parler arrive. Abonnez-vous pour que la prochaine vidéo vous trouve. Quelques semaines plus tard, ma mère a appelé pour prendre de mes nouvelles, ce qui était rare et merveilleux. Le genre d'appel où elle parlait pendant 10 minutes de la nouvelle vie de femme mariée de Garance et me posait une question polie sur mon traitement vers la fin, comme un pourboire laissé sur la table. J'aurais laissé passer comme tous les autres, s'il n'y avait pas eu une chose, qu'elle a dite presque en passant, et qui s'est logée en moi comme une écharde. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter pour la maison. Je n'avais rien demandé à propos de la maison. Il y a eu un petit silence pendant que j'essayais de comprendre pourquoi elle en parlait. Et puis elle a continué en lissant la situation avec cette voix raisonnable. « Tout est réglé », a-t-elle dit. Je me suis assuré qu'elle reste là où elle doit être, dans la famille. Comme ça, tu n'as à penser à rien de tout ça. J'ai demandé ce qu'elle entendait par régler. Elle est devenue vague, de la façon dont elle ne devenait vague que lorsqu'elle avait fait quelque chose qu'elle ne voulait pas qu'on examine, et a bifurqué sur les rénovations de la cuisine de Garance. Mais je connaissais ce ton. Je l'avais entendu à travers une centaine de tables de réunion, dans les voix de clients décrivant des sessions qu'ils comprenaient à moitié et regrettaient totalement. Là où elle doit être. Dans la famille, la vraie famille. Je suis resté assise avec le téléphone après qu'elle a raccroché et j'ai senti la vieille écharde s'enfoncer plus profondément. Dans mon domaine de travail, le mot réglé signifie presque toujours qu'un document existe quelque part avec des conséquences que personne n'a lues. Et il n'y a exactement qu'une seule sorte de document qui détermine à qui appartient une maison, et exactement un seul endroit où ces documents vivent une fois signés. Je connaissais l'endroit, je le lisais pour des inconnus chaque semaine. Je n'avais simplement jamais pensé à taper l'adresse de ma propre mère dans la barre de recherche. Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de penser que je devrais être le faire. Pendant 3 jours, j'ai débattu avec moi-même. Chercher la maison de ma mère dans le système des hypothèques donnait l'impression de franchir une ligne, comme lire un journal intime, même si je savais mieux que quiconque qu'un acte notarié est le document le moins privé qu'une personne possède. C'est public exprès. Tout le système repose sur le fait que n'importe qui puisse voir qui détient quoi, pour que personne ne puisse vendre secrètement dans le dos d'un acheteur ou d'une banque. J'ai expliqué ça à Solange au téléphone un soir, surtout pour me dissuader de le faire, et elle a écouté de la façon dont elle le faisait, patiente et imperturbable. « Ondine, a-t-elle finalement dit, c'est public, tu as le droit de lire des choses publiques. Ce n'est pas fouiné, c'est juste de l'alphabétisation. » Quelque chose dans la simplicité de la phrase a fait mouche. J'avais passé toute ma vie à traiter les choix de ma mère comme la météo, inconnaissable. Quelque chose qui m'arrivait, tout simplement. Mais un acte notarié n'est pas la météo. Un acte est un fait avec une date dessus, déposé et tamponné et disponible pour quiconque a l'adresse et la patience de le taper. Le lendemain midi, pendant ma pause, j'ai ouvert le portail du service de la publicité foncière que j'utilisais une 12aine de fois par jour pour mes clients. Et pour la première fois, j'ai entré l'adresse de la maison où j'ai grandi.
Ma main n'était pas stable, ce qui m'a agacé parce que j'avais tapé une centaine d'adresses d'inconnus dans cette même case sans sourciller. Je me disais que ce ne serait probablement rien. Un refinancement, un nom corrigé, le brassage ordinaire des registres de propriété. Je me disais que ma mère n'aurait pas fait la seule chose contre laquelle je passais ma carrière à mettre en garde les familles. J'ai appuyé sur Entrée. La page a chargé avec sa petite roue tournante. Et puis le document enregistré le plus récemment sur ma maison d'enfance est apparu, daté de 8 mois plus tôt, en plein milieu de ma chimio. C'était un acte de donation. Donatrice. Viviane Monsieur Roux. Donataire. Garance à Roux, le nom de jeune fille de ma sœur. Enregistré 3 semaines avant son mariage. Contrepartie. Une donation avec réserve d'usufruit et une contrepartie dérisoire d'1 €. Je l'ai lu 4 fois, comme j'avais lu le SMS de Garance, à la recherche du malentendu. Et tout comme avant, il n'y en avait pas. Ma mère avait cédé la maison, toute la maison, celle qu'elle jurait devoir rester dans la famille, à ma sœur pour 1 € symbolique, 8 mois après le début de mon traitement. Elle l'avait fait pendant la même saison, où elle m'avait dit qu'il n'y avait rien en supplément pour m'aider avec mes factures. Elle l'avait fait pendant que j'étais sur le sol d'une salle de bain, avec un plaid emprunté, demandant de l'aide à l'obscurité. Je l'ai imprimé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Un réflexe m'a dit de rendre le fait solide, de tenir la date dans ma main, et l'imprimante de l'étude a craché une copie de l'acte de propriété. Et je l'ai plié en 2, puis glissé dans une chemise cartonnée, comme je l'avais fait pour une centaine de clients. C'est la partie où mon travail et mon chagrin se sont serrés la main. Parce qu'au moment où j'ai vu ce transfert pour 1 €, la deuxième moitié de mon cerveau, la moitié formée, a fait l'arithmétique sans qu'on le lui demande. 8 mois plus tôt signifiait que la donation se situait carrément dans la période de recours de 10 ans du département, ce qui signifiait que si ma mère avait un jour besoin de soins en EHPAD, cette maison donnée à ma sœur pour 1 € ne la protégerait pas. Elle la bloquerait, exactement comme le vieil homme dans le dossier de Maître Delphine. Cela la rendrait inéligible aux aides de l'ASH pendant des mois, être des années, pendant que quelqu'un se démènerait pour payer de sa poche ou annuler l'acte. Je me tenais devant cette imprimante en tenant la preuve de mon peu d'importance. Et sous la blessure, froide et claire, une seconde compréhension s'est installée. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils avaient déplacé chaque actif hors de portée dans mon dos. Et un jour, cette décision allait se payer. Je veux vous dire que j'ai appelé ma mère ce soir-là et que je lui ai dit ces 4 vérités. Je ne l'ai pas fait. Je me suis assise avec l'acte plié à la table de ma cuisine pendant un long moment, le plaid bleu canard sur mes genoux, et j'ai réfléchi à ce qu'une confrontation m'achèterait réellement. Une dispute. Des larmes, les siennes, jouées, Garance, ralliant les parents pour dire que j'étais jalouse et amère, et que je l'avais toujours été. Ma mère se recasting en victime, la fille d'une femme malade hurlant après elle pour une maison. Je n'y gagnerais rien d'autre que plus de preuves à leurs yeux que j'étais celle qui posait problème. Alors j'ai fait la chose la plus difficile, qui était rien. J'ai glissé l'acte dans un dossier étiqueté avec l'adresse de ma mère, de la même manière que je classerais n'importe quelle affaire, et je l'ai mis dans le tiroir avec mes propres papiers importants. Ce n'était pas un secret, c'est ça qui m'a stabilisé. Un secret est une chose qu'on cache. C'était un registre public que j'avais simplement choisi de lire. Le département l'avait tamponné et daté, que je confronte quelqu'un ou non. Solange est passée ce week-end-là, et je lui ai montré la page. Elle l'a lu lentement, puis l'a repliée et me l'a rendue. « Savoir suffit pour l'instant, a-t-elle dit. Tu n'as rien à en faire. Tu n'as juste plus besoin de faire semblant. » Et c'était ça le cadeau, curieusement. J'ai arrêté de me demander si ma mère m'aimait d'un amour normal et qu'elle était juste mauvaise pour le montrer. L'acte a répondu à la question pour de bon. On ne donne pas sa maison à une fille pour 1 € tout en disant à l'autre qu'il n'y a rien à épargner. Je suis retourné au seul projet qui avait du sens, qui était de guérir et de construire une vie dont il ne verrait jamais l'intérieur. Le fait dans le tiroir pouvait attendre. Les faits sont patients comme ça. Ma dernière perfusion a eu lieu au printemps, et quelques semaines après ça, mes scanners sont revenus propres pour la première fois. Aucune trace de maladie. Le médecin l'a dit avec prudence, comme ils disent le mot rémission, ce mot qui fait beaucoup de travail en silence. Mais Solange a poussé un cri de joie, en plein dans la salle d'examen, et a obligé l'infirmière à me faire un câlin. Et je me suis permis d'y croire le temps d'un après-midi. J'avais survécu à la chose que ma famille n'avait pas pris la peine de me regarder survivre. Puis j'ai fait ce que je fais toujours. Je suis retourné travailler sur la structure de ma vie. J'ai refinancé mes dettes médicales pour en faire quelque chose que je pouvais réellement porter.
Et j'ai commencé à étudier le soir pour obtenir mon diplôme d'experte certifiée en gestion de patrimoine social. Parce que si j'allais passer mes journées dans ce monde, je voulais les lettres qui faisaient que les clients écoutaient. J'ai obtenu une petite augmentation et j'en ai mis la majeure partie pour rembourser le prêt. J'ai appris à cuisiner les rares choses qui ne me retournaient pas l'estomac pendant le traitement et j'ai continué à les cuisiner après, juste pour prouver que je pouvais me nourrir. Rien de tout cela n'était spectaculaire. C'était le but. Alors que ma famille m'imaginait, s'ils m'imaginaient tout court, comme la pauvre fille célibataire noyée sous les factures, j'apprenais discrètement et méthodiquement à lire les courants. Je ne leur ai jamais rien dit de tout ça. Il n'y avait aucune raison de le faire. Moins ils en sauraient sur ma vie réelle, plus leurs suppositions seraient fausses le jour où ces suppositions compteraient enfin. Je n'avais pas encore de plan. Exactement. J'avais juste un scanner propre, une dette réduite, une certification en route, une amie qui répondait à 2 heures du matin et un acte notarié plié dans un tiroir. Il s'avère que ce n'est pas rien. Il s'avère que c'est presque tout ce dont on a besoin. 2 ans ont passé comme passent les années, une fois qu'on arrête de les mesurer en rendez-vous médicaux. Mes cheveux ont repoussé, plus foncés qu'avant, et j'ai arrêté de tressaillir chaque fois que je les voyais dans un miroir. Je suis devenue experte en gestion de patrimoine social et j'ai commencé à prendre mes propres clients, des familles assises de l'autre côté de mon bureau dans la pire semaine de leur vie. Et j'ai découvert que j'étais doué pour la stabilité dont ils avaient besoin. Solange et moi avons gardé un dîner fixe chaque jeudi, sans exception. Le genre de fiabilité que j'avais passé ma vie à donner aux autres sans jamais la recevoir en retour. J'ai appris ce que ça faisait d'être celle qu'on ramenait à la maison. Avec ma famille, j'ai gardé le fil le plus fin possible. Un SMS pour l'anniversaire de ma mère, un pouce en l'air sur la photo du bébé d'un cousin, rien qui n'exigeait que je m'assoie à une table. De temps en temps, ma mère postait encore la cocotte en fonte orange sur le groupe, le plat du dimanche fumant sur le plan de travail. Et un jeudi, j'ai réalisé que j'avais fait défiler sans que la vieille douleur ne m'atteigne. Le plat qui signifiait autrefois la table d'où j'étais exclu, signifiait maintenant juste un repas dans une maison où je n'avais plus besoin d'une chaise. C'était le signe le plus sûr que j'étais vraiment libre. Non pas que j'avais cessé de les aimer, mais que leur image de la famille avait finalement cessé de pouvoir me blesser. Je croyais avoir fermé le livre. Vraiment. J'avais construit une vie calme et solide sur les décombres qu'ils avaient fuis, et je m'attendais à ce que le reste ainsi, distant et surmontable. Puis, un jeudi soir ordinaire, pendant que je coupais des oignons pour la visite de Solange, mon téléphone s'est allumé sur le plan de travail avec un nom que je n'avais pas vu depuis des mois. Maman. Et quand j'ai répondu, elle pleurait. J'ai failli ne pas décrocher. Je suis resté là avec le couteau à la main et les oignons qui me piquaient les yeux, à regarder l'écran vibrer. Et un vieux réflexe, celui qui avait dirigé toute mon enfance, m'a fait répondre. Sa voix sonnait faux dès le premier mot, fine et effrayée, avec des mots qui traînaient. Elle avait fait un AVC, m'a-t-elle dit, 10 jours plus tôt. Pendant que je vivais ma vie ordinaire à 2 banlieues de là, personne n'avait pensé à me le dire. Plus tard, je comprendrai pourquoi. Garance avait dit aux proches qu'elle gérait ça, et leur avait demandé de ne pas m'impliquer jusqu'à ce que la famille détermine ce dont elle avait réellement besoin, ce qui est une façon polie de dire « jusqu'à ce que la famille ait besoin de moi ». J'avais aussi mis le groupe WhatsApp en sourdine depuis des mois, donc les quelques allusions inquiètes que quelqu'un avait pu poster m'avaient échappé. Son côté gauche ne fonctionnait plus bien. Elle ne pouvait pas gérer les escaliers, ne pouvait pas s'habiller seule, ne pouvait pas rester seule longtemps. Elle avait besoin d'aide, d'une aide quotidienne, du genre où il faut mettre les mains à la pâte, et elle en avait besoin dans un avenir prévisible. Je me suis appuyé contre mon plan de travail et je l'ai laissé parler. Et j'ai remarqué la chose que je continuerai à remarquer pour le reste de cette nuit-là. Elle n'a jamais demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé si mes scanners étaient toujours bons, n'a pas demandé si le cancer qu'elle avait séché était resté loin, n'a pas semblé réaliser que la dernière fois que nous nous étions vraiment parlé, je me battais pour ma vie, une vie pour laquelle elle ne pouvait pas faire de place. Dans son esprit, j'avais simplement été sur une étagère pendant 2 ans, disponible, en attente. Et maintenant, elle tendait à nouveau la main vers moi. « Tu as toujours été la plus forte, Ondine », a-t-elle dit à travers ses larmes. « J'ai besoin de ma fille forte maintenant. » J'ai tenu le téléphone, et j'ai ressenti le calme le plus étrange. Le calme d'une chose arrivant exactement à l'heure prévue. Je savais depuis le jour où j'avais imprimé cet acte que cet appel viendrait un jour. Les mathématiques l'avaient garanti,
Je ne savais juste pas qu'il arriverait déguisé en la peur de ma mère, demandant mon corps et mes années avec la même voix plate qu'elle avait utilisée autrefois pour me dire qu'elle ne pouvait pas gérer mon cancer. J'ai dit que j'allais y réfléchir, puis j'ai appelé Solange. La machine familiale s'est mise en marche rapidement dès qu'ils ont flairé une solution. Garance m'a appelé le lendemain matin, vive et organisée, comme si elle distribuait des corvées. Elle avait manifestement déjà décidé avec ma mère de ce qui allait se passer, et elle appelait pour m'informer de mon rôle. « Tu es en télétravail la moitié du temps », a-t-elle dit. « Tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant. C'est tout simplement plus logique que tu emménages avec maman. » Elle a présenté ça comme de la logistique, comme une question d'équité, comme l'arrangement évident que toute personne raisonnable verrait. Quand j'ai demandé doucement pourquoi elle ne pouvait pas le faire, elle avait ses raisons empilées et prêtes. Elle avait Thibaut, elle avait le bébé, elle avait une vie qui ne pouvait pas être simplement mise en pause. Et puis elle l'a redit. La même phrase d'il y a 2 ans, comme si elle ne s'entendait même pas, comme si c'était un fait de la nature plutôt qu'un poignard. « Tu n'as pas de famille à toi dont tu dois t'occuper, Ondine. » J'ai laissé le silence planer 1 seconde avant de répondre. « C'est drôle, ai-je dit. Il y a 2 ans, je n'étais pas assez de la famille pour qu'on vienne me voir à l'hôpital. Maintenant, je suis assez de la famille pour emménager dans un hôpital. » Elle n'a rien trouvé à répondre à ça. Alors elle est passée à la partie où elle était vraiment douée. C'est à dire faire de moi le problème. Tante Odette a appelé 1 heure plus tard pour renforcer le tout. Parce que dans ma famille, Tante Odette est le bras armé. Celle qui débarque pour vous rappeler votre devoir avec le ton d'une femme citant les Écritures. « Une bonne fille n'aurait même pas besoin qu'on le lui demande », m'a dit Odette. Et voici la chose qu'aucune d'entre elles n'a mentionnée. La chose qu'elle supposait que je ne savais toujours pas. Pas une seule d'entre elles n'a parlé de la maison. Elles organisaient les soins de ma mère comme une famille qui avait des options. Elles n'avaient aucune idée que j'avais déjà lu ce qu'elles avaient fait de toutes ces options. Je sais que certains d'entre vous parlent à leur écran en ce moment, me disant de ne pas emménager. Ne vous inquiétez pas, mais remarquez la chose que j'ai remarquée. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé si j'étais en bonne santé. Ils ont demandé si j'étais disponible. Ce ne sont pas les mêmes mots, et la différence fait toute l'histoire. Commentez ci-dessous si votre famille a déjà confondu les deux. Ensuite, restez avec moi, car il y a une maison, un acte notarié et un chiffre qu'ils ont tous oublié de vérifier. L'invitation est arrivée quelques jours plus tard, et elle était presque trop parfaite. Garance organisait une pendaison de crémaillère. Après 2 ans, Thibaut et elle avaient enfin terminé les rénovations, et elle voulait que toute la famille vienne voir l'endroit. Et selon ses mots, s'asseoir tous ensemble pour trouver une solution pour maman. J'ai lu le SMS 2 fois. La maison dont elle voulait se vanter, la maison qu'elle avait rénovée avec tant de fierté, était ma maison d'enfance. Celle que ma mère lui avait cédée pour 1 euro pendant que j'étais chauve, fauché, et que je suppliais l'obscurité de m'aider. Et maintenant, elle voulait rassembler la famille à l'intérieur pour me faire pression, moi, la fille de rechange, afin que je sacrifie ma vie pour soigner la femme qui lui avait donné l'acte de propriété. Elles allaient le faire devant un public, de la façon dont ma famille a toujours opéré, parce qu'une foule rend une seule personne plus facile à coincer. Ma mère serait là dans son fauteuil roulant, l'image même du besoin. Tante Odette serait là pour citer le devoir. Les cousins seraient là pour hocher la tête. Et j'étais invité à jouer mon rôle assigné, celle qui est fiable, celle qui dit d'accord avec sa voix normale et commence à faire ses cartons. Je me suis assise avec l'invitation et j'ai senti quelque chose s'installer en moi qui n'était pas de la colère. Exactement. Plutôt la clarté qui vient quand un problème vous montre enfin sa véritable forme. Elle voulait utiliser la maison contre moi. Elle n'avait aucune idée que la maison était la seule chose dans toute cette histoire qui était sur le point de parler pour moi. J'ai répondu par 2 mots, « Je viendrai ». Puis j'ai ouvert mon ordinateur, je suis allé sur le site du registre foncier une dernière fois pour confirmer que rien n'avait changé, et j'ai appelé la seule personne qui pouvait me dire exactement ce que cet acte à 1 euro avait déclenché. J'ai tout exposé à Maître Delphine le lendemain matin, de professionnel à professionnel, comme je présenterais n'importe quel dossier. Mère d'une 60aine d'années, AVC récent, a besoin de soins à long terme. Résidence principale donnée à l'autre fille avec réserve d'usufruit pour une contrepartie dérisoire. Acte enregistré il y a 20 mois. Maître Delphine n'a même pas pris de calculatrice. Elle avait vu ce naufrage exact une 100aine de fois. Donc, la maison n'est plus au nom de la mère, a-t-elle dit, et on est largement dans la période de recours de 10 ans. Nous avons fait les calculs ensemble sur le tableau blanc.
La maison valait environ 340 000 euros. Ma mère nécessitait une structure très médicalisée ou des soins à domicile, 24 heures 24. En moyenne 12 000 euros par mois, a dit Delphine en rebouchant le marqueur. Pendant des mois, le conseil départemental ne paiera pas un centime de l'ASH parce qu'elle a fait don de l'actif qui était censé financer ça, déclenchant le recours sur donation. J'ai posé des questions sur les issues de secours parce qu'il y en a toujours quelques-unes. Ils pourraient payer les 12 000 euros par mois de leur poche, ce que ma mère n'avait pas puisqu'elle avait donné ce qui constituait son argent. Ils pourraient demander une dispense, qui est refusée dans la plupart des cas. Ou bien, a dit Delphine, et c'est la vraie solution, ta sœur pourrait révoquer la donation et restituer le bien à ta mère. Dans la plupart des cas, rendre l'actif annule le transfert et efface la majeure partie de la dette envers le département, a-t-elle expliqué, même si cela dépend de la région, du timing et de l'état d'avancement du dossier. Et c'est rarement aussi propre qu'une seule signature. Néanmoins, l'idée restait valable. La personne assise sur l'actif était la seule en position de réparer le calcul. Je n'allais menacer personne avec ça. Je n'en avais pas besoin. J'allais juste être la seule personne à cette pendaison de crémaillère qui pouvait réellement lire l'acte à voix haute. J'ai appelé Solange ce soir-là et je lui ai tout raconté. L'invitation, les mathématiques, les coûts de l'EHPAD et les recours. Elle a gardé le silence un moment, puis a posé la seule question qui comptait. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ondine. Pas ce qui te ferait gagner. Qu'est-ce que tu veux? J'y ai réfléchi honnêtement. Je ne voulais pas de la maison. Je ne voulais pas que ma mère souffre malgré tout. Je ne suis pas faite comme ça. Et je soupçonne que la plupart d'entre vous ne le sont pas non plus. Ce que je voulais, c'était arrêter d'être le fond d'urgence en chair et en os de la famille. Je voulais dire la vérité à voix haute devant les gens qui avaient passé 2 ans à prétendre que ce n'était pas vrai. Et puis je voulais rentrer chez moi, vers ma propre vie. Tu ne leur dois pas ton corps, a dit Solange simplement, de la façon dont elle disait tout. Tu leur as déjà donné 2 ans de silence sur le sol d'une salle de bain. C'est payé intégralement. Je lui ai dit que je n'y allais pas pour punir qui que ce soit. J'y allais pour arrêter de me porter volontaire pour être puni. Elle a aimé ça. Elle m'a dit de porter quelque chose qui me fasse me sentir moi-même, de prendre mon temps et de partir à la seconde où cela cesserait d'être utile. Le lendemain après-midi, avant de prendre la route, j'ai plié le plaid bleu canard et je l'ai posé sur le siège passager de ma voiture. Il m'avait accompagné à chaque perfusion. Il s'était posé sur mes genoux les pires nuits. Il était devenu la seule chose douce que j'avais gardée de l'année, la plus dure de ma vie. Je n'allais pas la porter à la fête pour faire le show. Je le voulais juste là, dans la voiture, de la façon dont on garde une main sur quelque chose de solide. J'apportais mon moi tout entier dans cette maison. La survivante, la professionnelle et la fille qu'ils avaient rayée de la carte. Et le plaid était juste la partie de moi que je pouvais tenir. La maison paraissait plus petite que dans mes souvenirs et plus riche qu'elle n'en avait le droit. Garance s'en était bien sortie avec le cadeau de quelqu'un d'autre. De nouveaux volets, une cuisine rénovée que je pouvais voir par la fenêtre de devant. Le genre d'amélioration qu'on fait quand on est certain qu'un endroit est à soi pour toujours. Des voitures bordaient la rue, des cousins et des voisins, tout le public devant lequel ma famille aimait se donner en spectacle. Je me suis garé, j'ai laissé le plaid sur le siège et j'ai remonté l'allée que j'avais empruntée 10 000 fois quand j'étais enfant. À l'intérieur, la chaleur des corps et l'odeur de la nourriture. Et là, sur la table à manger, à la place d'honneur sur l'îlot central rénové, trônait la cocotte en fonte orange. La même cocotte ébréchée, fumant avec la blanquette de ma mère. Elle avait été transmise avec la maison, apparemment, le rituel hérité en même temps que l'acte, le plat de la vraie famille dans la cuisine de la vraie famille. Quelques proches m'ont jaugé, avec cette douceur particulière que les gens utilisent avec la parente pauvre. Un cousin me demandant si le travail se passait bien, une tante me disant que j'avais l'air fatigué, avec la voix qui veut dire « tu as l'air pauvre ». Ils croyaient savoir exactement qui j'étais. La célibataire, la fauchée, celle qui dirait oui parce que qu'est-ce qu'elle avait d'autre de prévu. Ma mère était assise dans son fauteuil roulant près du centre du salon, plus petite que je ne l'avais jamais vue, et tante Odette se tenait à son épaule comme un huissier. Garance flottait à travers tout ça en maîtresse de maison, dorée et rayonnante dans son propre salon. Elles avaient planté le décor exactement comme elles le voulaient. Le fauteuil roulant, la foule, la belle fille qui entre sur commande. Chaque personne dans cette maison croyait savoir ce que j'allais dire. Pas une seule d'entre elles n'avait lu le document que j'avais lu. J'ai pris un verre d'eau, j'ai trouvé une chaise, et j'ai attendu qu'elle commence.
Elles ne m'ont pas fait attendre longtemps. Une fois les assiettes débarrassées, tante Odette a tapoté son verre et a réclamé l'attention de la pièce, parce que, bien sûr, cela allait être public. Cela avait toujours été destiné à être public. Elle a commencé de manière chaleureuse, parlant de la famille et des moments difficiles, et de la façon dont, quand l'un de nous tombe, les autres le portent. Puis elle s'est tournée vers moi, et la chaleur s'est amincie. « Nous savons tous que Viviane a besoin de soins maintenant, » a-t-elle dit, et nous savons tous qui est la mieux placée pour les lui donner. Après tout ce que ta mère a fait pour toi, Ondine, la pièce a murmuré son accord, ce bas bourdonnement approbateur qu'une foule émet quand elle pense assister à de la vertu. Ma mère a pris son signal et a commencé à pleurer, des larmes douces et répétées, s'épongeant les yeux avec un mouchoir qu'elle tenait prêt. « J'ai besoin de toi, ma chérie, » a-t-elle dit. « Tu es la seule qui soit assez forte, la seule sans famille pour la retenir. » Garance est intervenue depuis l'encadrement de la porte, utile comme une plaidoirie finale. « On s'est dit que tu pourrais emménager d'ici la fin du mois, » a-t-elle dit. « Ça évite d'engager quelqu'un, et ce n'est pas comme si tu devais renoncer à grand-chose. » Je suis restée assise sans bouger, et j'ai laissé tout ça atterrir. Chaque mot, de la même manière qu'on laisse passer une vague au lieu de la combattre. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas eu les larmes aux yeux. J'avais passé 2 ans à apprendre que la personne la plus calme dans une pièce est celle qui détient les faits réels. Et j'étais, pour une fois, la personne la plus calme de la pièce. Elle me jouait un numéro, tout un chœur, le fauteuil roulant et le mouchoir, et la foule, et la cocotte héritée fumant sur l'îlot. J'ai attendu que tante Odette me demande directement, devant tout le monde, si je ferais mon devoir. Puis j'ai posé mon verre d'eau, j'ai plongé la main dans mon sac, et j'en ai sorti une seule feuille de papier pliée. La pièce ne le savait pas encore, mais la paperasse allait commencer à parler. J'ai déplié l'acte, et je l'ai posé à plat sur la table, juste à côté de la cocotte orange, là où tout le monde pouvait le voir. Avant que quiconque n'emménage avec qui que ce soit, et je dis, nous devrions tous examiner les mêmes faits. Ceci est un acte notarié. C'est un document public. N'importe qui dans cette pièce aurait pu le consulter. Il se trouve juste que c'est mon métier de les lire. Il montre qu'il y a 20 mois, 3 semaines avant le mariage, maman a cédé cette maison. Cette maison dans laquelle nous nous tenons tous, à Garance, avec une contrepartie dérisoire d'1 €, pendant que j'étais en chimio. La pièce est devenue très silencieuse. Le visage de Garance a fait quelque chose de compliqué. J'ai gardé ma voix égale, comme je le fais par-dessus mon bureau avec des inconnus. Voici ce que cela signifie pour les soins de maman. J'ai continué, parce que c'est mon vrai métier. Quand vous donnez votre maison dans les 10 ans qui précèdent une demande de prise en charge pour soins, l'État le compte. Il y a un délai de recours et une pénalité sur la donation. Cette maison valait environ 340 000 €. Maman nécessite des soins très lourds, 24h/24, facturés en moyenne un peu plus de 12 000 € par mois. 340 000 € de donation à récupérer. Pendant des mois, le conseil départemental ne paiera pas un seul centime pour les soins de maman, car l'argent qui était censé les couvrir est assis dans cet îlot de cuisine. J'ai laissé la phrase respirer. La bouche de tante Odette s'était entr'ouverte. Donc, quelqu'un va payer environ 12 000 € par mois, ai-je dit. Ou alors quelqu'un va devoir restituer cette maison à maman pour annuler la donation et effacer la majeure partie de la dette. Et il n'y a vraiment qu'une seule personne qui peut faire ça. La maison n'est pas à mon nom, elle n'est plus à celui de maman non plus. Elle est au nom de la personne qui a organisé cette pendaison de crémaillère. Pas la fille que vous avez oubliée à l'hôpital. La fille à qui vous avez donné la maison. J'ai fait glisser le papier d'1 centimètre vers Garance. Je ne vous dis pas ce que la loi vous oblige à faire. Et je dis, personne ne t'a nommé infirmière de maman en mettant ton nom sur un acte. Je vous dis qui détient le seul actif qui peut réparer ça. Ce n'est pas moi qui suis cruel. C'est juste là que la maison a atterri. Puis la pièce a fait ce que font les pièces quand le sol se dérobe sous elle. Garance a haussé le ton la première. « Tu veux juste récupérer la maison ?» a-t-elle dit. La voix grimpant. « Tu as toujours été jalouse. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je ne veux pas de la maison, Garance, ai-je dit calmement. Je veux que tu comprennes dans quoi tu t'es engagée quand tu l'as prise. » Thibault avait pâli à côté d'elle, et il ne criait pas. Il faisait les calculs. Je pouvais les voir bouger derrière ses yeux. 12 000 € par mois contre une rénovation dans laquelle ils venaient d'engloutir leurs économies. Il s'est tourné vers ma mère, pas vers moi. « Viviane ?» a-t-il dit, bas et tendu. « Est-ce que tu étais au courant de tout ça quand tu l'as cédé ?» Et elle était là.
La première fissure dans la vraie famille. Le gendre se tournant vers la femme qui leur avait fait un cadeau empoisonné. Ma mère, coincée, a fait la seule chose qu'elle avait jamais su faire. Elle a pleuré plus fort. Et puis, quand les larmes ne m'ont pas ému, elle a pivoté vers la colère. « Comment as-tu pu » m'a-t-elle dit. « Comment as-tu pu m'humilier comme ça devant tout le monde après que je t'ai élevé ?» Pendant une seconde, en la regardant, petite et effrayée dans ce fauteuil roulant, j'ai ressenti la chose familière, l'attraction humaine de tout ça. Une vieille femme effrayée par ce qui l'attend. Et je me suis autorisé à le ressentir, car je ne suis pas un monstre et vous non plus. Je voulais juste garder la maison dans la famille, a-t-elle chuchoté, pour les petits-enfants. Et être que c'était même vrai. Mais remarquez qu'elle n'a pas dit pardon. Remarquez que même maintenant, exposée dans sa propre cuisine offerte, la chose vers laquelle elle tendait la main n'était pas des excuses à la fille qu'elle avait laissée chauve, fauchée et seule. C'était le blâme et l'apitoiement sur elle-même, et la même insistance plate sur le fait que mon travail était d'absorber le coût de ses choix. La vague de sympathie m'a traversé et est ressortie de l'autre côté. Elle était humaine. Elle avait toujours tort. La pièce attendait. C'est ça le truc avec une foule rassemblée pour coincer une personne. Elle ne se disperse pas juste parce que le script a changé. Elle se tourne juste pour regarder la nouvelle fin. Ma mère s'est ressaisie et m'a posé la question pour laquelle elle m'avait fait venir. La question autour de laquelle le fauteuil roulant, le mouchoir et la blanquette avaient tous été arrangés. « Alors tu vas venir t'occuper de moi », a-t-elle dit. « Tu vas emménager. J'ai besoin de toi, Ondine. » Je l'ai regardée pendant un long moment. Ma mère, qui 2 ans plus tôt avait eu une fille l'appelant en pleurs avec un cancer et qui avait décidé qu'un mariage importait plus. Je n'étais plus en colère. C'était la grâce étrange de la situation. Je me sentais juste clair jusqu'au fond de mon âme. J'ai repensé aux mots exacts qu'elle avait utilisés lors de cet appel, ceux que j'avais portés comme un caillou dans ma chaussure pendant 2 ans. On ne peut pas gérer ça en ce moment. Et je les lui ai rendus, réduits aux seuls 4 mots qui comptaient, avec la même voix calme qu'elle avait utilisée sur moi autrefois. Je ne peux pas. Les mots sont restés en suspens au milieu de cette pièce, et personne n'a respiré. Le verre de tante Odette s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Garance est devenue blanche. Ma mère m'a fixé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Et être que c'était le cas, la langue d'un nom qu'elle n'aurait jamais cru que j'apprendrais. Parlez-en à la nouvelle propriétaire, ai-je ajouté, et j'ai incliné la tête vers ma sœur, vers la femme dont le nom figurait sur l'acte fumant à côté de la blanquette. Je n'étais pas cruel en le disant. Je n'en avais pas besoin. Les faits faisaient toute la cruauté que n'importe qui aurait pu souhaiter, et j'avais depuis longtemps appris que la personne la plus calme dans la pièce est celle qui n'a pas besoin d'élever la voix. Je me suis levé. J'ai pris mon sac avec l'acte plié à l'intérieur, et je ne leur ai laissé que mon verre d'eau et rien d'autre. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai marché à travers le salon, devant les cousins qui étaient venus regarder un devoir être assigné, et qui l'avaient plutôt regardé être rendu, devant la cocotte en fonte orange héritée qui refroidissait sur l'îlot, devant la porte que j'avais franchie 10 000 fois quand j'étais enfant. Tante Odette m'a rattrapé dans l'allée, essoufflé, jouant la dernière carte que ma famille possédait. « Mais c'est ta mère », a-t-elle dit. « C'est la famille. » Je me suis arrêté et je me suis retourné. « La famille ne vous facture pas les années où vous avez survécu seul », ai-je dit. Je suis monté dans ma voiture. Le plaid bleu canard était juste là, sur le siège passager, là où je l'avais laissé, doux et usé et entièrement à moi. La seule chose qui était réellement restée avec moi, pendant le pire de tout ça, j'ai posé ma main dessus une seconde, de la façon dont on touche quelque chose de solide pour s'assurer qu'on est vraiment debout. Puis j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de la maison que ma mère avait donnée pour 1 euro. Et je n'ai pas regardé dans le rétroviseur, parce qu'il n'y avait rien derrière moi que j'avais besoin de voir à nouveau. J'étais entré moi-même dans cette pièce. J'en étais ressorti moi-même. Pour la première fois de ma vie, m'éloigner de cette famille m'a moins donné l'impression de les perdre que d'avoir enfin l'autorisation de me garder moi-même. Voici comment les choses se sont réellement terminées, parce que je sais que vous voulez le savoir. Les mathématiques ne se soucient pas des sentiments, et les mathématiques les ont coincés. Après quelques semaines de panique et une consultation avec un vrai avocat, Garance et Thibault ont fait la seule chose sensée. Ils ont restitué la maison à ma mère par un acte notarié. Rendre l'actif a effacé la majeure partie de la dette envers le département, leur a dit l'avocat, et ça a emporté le conte de fées avec. Celui où l'endroit avait un jour été vraiment le leur. Ensuite, ils ont dû organiser les soins de ma mère comme une famille ayant des conséquences.
au lieu d'une famille ayant une fille de rechange, ce qui signifiait embaucher des professionnels et partager les coûts, la responsabilité atterrissant enfin sur les personnes qui avaient accepté l'actif. Thibaut, à ce qu'on m'a dit, a cessé de parler à ma mère pendant un moment. Le cadeau avait failli le couler, et il le savait. Tante Odette est devenue très silencieuse. Quelques cousins m'ont envoyé des SMS en privé pour dire qu'ils ne connaissaient pas l'existence de l'acte et que ce qu'on m'avait fait n'était pas juste, ce que j'ai apprécié plus que je ne l'aurais cru. Je n'ai pas exulté. Je n'ai rien publié à ce sujet. Je suis juste retourné à ma vie, celle que j'avais construite sur les décombres qu'ils avaient fuis. J'ai gardé mes dîners du jeudi avec Solange, ma vraie famille, celle que j'ai choisie dans un fauteuil de chimio. J'ai pris plus de clients et je suis devenu meilleur dans la partie la plus stable du métier, m'asseoir avec les gens dans la pire semaine de leur vie et les aider à faire en sorte que les chiffres aient un sens. Je n'ai pas complètement coupé les ponts avec ma mère. Ça ne m'intéresse pas d'être le genre de personne qui claque toutes les portes pour toujours. Mais je n'ai jamais emménagé. Je ne suis jamais devenu les bras non rémunérés qu'elle supposait être les siens par défaut. Et j'ai arrêté de faire semblant que la minceur de ce que nous avons est autre chose que ce qu'elle est. J'envoie une carte à ma mère pour son anniversaire. C'est juste que je ne m'envoie plus moi-même. Cela, il s'avère, c'est toute la différence entre l'amour et une dette que quelqu'un d'autre a décidé que vous lui deviez. Si je ne vous laisse qu'une seule chose, que ce soit celle-ci. L'amour est quelque chose que vous choisissez de donner. Jamais une dette que quelqu'un a le droit de prélever sur votre corps et vos années. Et les personnes qui ne vous appellent famille que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose vous ont déjà dit, dans le langage le plus clair qui soit, exactement où vous vous situez. Alors croyez-les du premier coup. Et épargnez-vous les 2 années qu'il m'a fallu pour enfin écouter. C'est mon histoire. Une maison donnée pour 1 euro, un plaid venant d'inconnus, et 4 mots qu'il m'a fallu 2 ans pour gagner. Si cela vous a rappelé qu'être disponible et être aimé ne sont pas la même chose, prenez cela comme votre signe pour protéger votre paix aujourd'hui. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se voit dans la prochaine vidéo.